Bonjour à tous et bienvenue sur Cash Cash, le podcast qui vulgarise le monde de l'investissement. En fait, ce podcast a pour mission d'aider le plus grand nombre à comprendre le monde de l'investissement qui peut paraître un peu lointain suivant la vision qu'on en a. Et d'ailleurs, le slogan de Cash Cash, c'est Cash Cash et l'investissement devient un jeu d'enfant. En fait, tout au long des différents épisodes, je vais m'efforcer de rendre l'investissement simple. Donc on va avoir plusieurs intervenants, comme des chefs d'entreprise, des investisseurs, des banquiers, des conseillers en gestion de patrimoine, des entrepreneurs. Et tout ça a pour but en fait de, de simplifier la vision qu'on a finalement du monde de l'investissement, du monde de l'entrepreneuriat. On va aussi discuter de, de plusieurs autres sujets. Par exemple, comment acheter une voiture, comment bien acheter une voiture. Est-ce que c'est intéressant d'acheter une voiture à crédit ou pas? Est-ce que c'est même intéressant d'utiliser le crédit à la consommation? Ou même, en allant un peu plus loin, est-ce que c'est intéressant d'utiliser le crédit immobilier? Et voilà, mais en tout cas, pour aujourd'hui, j'ai essayé de faire un premier épisode qui me présente un petit peu à vous, comme ça vous pouvez savoir à peu près qui vous parle. Donc déjà, moi c'est Kevin. Je vais pas me définir comme un investisseur parce que je me définis pas comme un investisseur ni comme un entrepreneur. Je me définis plutôt comme un passionné d'immobilier, un passionné d'investissement, un passionné de bourse depuis plusieurs années. Donc voilà. Donc ce podcast, il est pour vous. Voilà, le but, c'est vraiment que vous appreniez le plus de choses possible et que moi-même, en retour, j'apprenne le plus de choses possible également. Parce que en interviewant les différents intervenants, je vais apprendre énormément de choses également. En tout cas, je m'arrête ici pour l'introduction et je vous souhaite un très bon premier épisode. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à faire de la location courte durée? Alors déjà pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut commencer par le début justement. Alors, euh, alors un jour je me promenais dans la ville où on a acheté l'appartement et je vois une publicité et alors en fait c'est une publicité pour de la construction, voilà, pour acheter des appartements sur plan. En fait on appelle ça de la VFA, vente en état futur d'achèvement. Donc moi, je lui dis ça, c'est intéressant. Alors je rentre chez moi et puis j'en parle à Roselyne, à ma femme. Et bon, elle me dit oui, bah allons-y, parce qu'on avait déjà acheté notre résidence principale, une maison, qu'on a fait construire. Et on s'est dit, fallait qu'on investisse, mais on savait pas trop comment. Donc moi, je recherchais des informations, mais j'avais pas vraiment de retour parce que j'avais des mauvais retours. On me disait que finalement l'investissement immobilier, bon c'est pas dans ces termes-là, mais on me disait que en gros acheter un appartement pour le mettre à louer, c'était pas un bon plan parce que les gens ne payent pas, c'est pas rentable. Pour que ce soit rentable, il faut attendre 20 ans, etc. Donc moi je me suis dit bon je sais pas comment faire, mais bon après moi, on m'a dit que c'était pas rentable, mais là je vois qu'ils annoncent 5% de rentabilité. Donc bon après moi ça c'est une notion que j'avais pas à cette époque-là, mais je me suis dit tiens ça va être intéressant parce que déjà c'est un appartement neuf et comme on a fait construire et on a bien vu que au niveau des dépenses énergétiques c'était un bon plan entre guillemets parce que voilà on payait pas énormément au niveau chauffage, électricité, etc. C'était bien isolé. Donc moi je me suis dit bon ben si on achète un appartement, déjà on aura ce point positif là, c'est-à-dire que au moins au niveau de la consommation d'énergie, et ben ça sera pas mal quoi. On aura les dernières normes énergétiques. Donc voilà. Donc pourquoi on a fait cette démarche là? Donc on a fait les démarches pour acheter cet appartement. Euh, moi, je pensais que c'était un bon plan, donc je parlais un petit peu avec la personne qui nous a, la commerciale, et elle nous a avoué à demi-mot que finalement, euh,
il fallait pas s'attendre à faire une plus-value en fait avec cet appartement-là. Parce que moi je savais qu'on pouvait faire des plus-values, c'est-à-dire acheter un appartement, une maison ou peu importe et la revendre plus cher, mais je savais pas comment faire. Et moi je me suis dit, bah, de toute façon l'immobilier, j'entends partout, enfin partout entre guillemets, à la télé, à la radio, de temps en temps que l'immobilier ça augmente, on va dire de façon régulière. Donc je me suis dit, dans tous les cas, on va revendre avec une plus-value dans quelques années. Et elle nous dit que fallait pas vraiment s'attendre à ça. Et moi, je me dis, mais enfin, je comprenais pas trop pourquoi, mais elle nous a pas expliqué pourquoi. Après, avec le recul, on a compris pourquoi, parce que un appartement acheté neuf, contrairement à une maison, un appartement acheté neuf, c'est toujours plus cher, on va dire, dans la plupart des cas, plus cher que au mètre carré, que le prix au mètre carré dans le lieu dans lequel l'appartement est construit, les appartements sont construits. Donc, donc déjà, tu pars avec un handicap en achetant un appartement neuf dans ce sens-là, hein. Parce que c'est pas forcément une mauvaise chose d'acheter un appartement neuf, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de tes revenus, voilà, ça dépend de plein de choses. Donc je peux pas dire que acheter un appartement neuf c'est mauvais, mais il faut savoir que quand tu achètes un appartement neuf, peu importe la zone, en tout cas j'ai pas encore vu de zone, en tout cas en France, où en achetant un appartement neuf, on va se retrouver avec un prix au mètre carré moins élevé que dans l'ancien. Ça, j'ai pas encore remarqué. D'ailleurs, si quelqu'un a remarqué ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire bah, sur Instagram, KMR Invest. Voilà, déjà, si vous voulez me joindre sur Instagram, ça c'est KMR Invest et je suis assez actif et on peut parler relativement facilement, voilà, sur Instagram. Donc voilà. Mais voilà, pour poursuivre mon idée, voilà, j'ai pas encore vu, ou en tout cas constaté que dans certains endroits, le prix d'un appartement neuf était moins élevé que le prix d'un appartement dans l'ancien. En général, c'est relativement, bon, on va dire un peu plus cher parce que ça peut être 20% de plus parce que par exemple dans la ville dans laquelle on a investi, l'appartement on l'a acheté à 107 000 euros et l'appartement valait 114, enfin il était affiché à 114 000 mais les premiers acheteurs pour les premiers acheteurs pardon, il les faisait à 107 000 euros. Et pour la même superficie, 42 mètres carrés, et ben dans cette même ville, après avec à peu près les mêmes critères, on va pas prendre un appartement qui est avec des charges énormes, etc. À peu près les mêmes critères, un appartement avec peu de charges de copropriété, bien placé, etc. On peut en trouver on pouvait en trouver un parce que ça a changé, aux alentours de 90 000 euros, 85-90 000 euros à l'époque, c'est-à-dire en 2000. Si je ne me trompe pas, 2017-2018. Voilà. Pour vous donner une idée un peu de l'ordre de grandeur. Donc voilà, en fait là j'ai brossé un peu le tableau, donc on a acheté cet appartement. Je pense que ça a pris à peu près 2 ans, voilà, entre la signature et la livraison, parce que il a été livré en 2019, si je me trompe pas, c'est 2019. Et en fait on l'a acheté, on l'a signé en 2017. Voilà. Mais après j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est à peu près ça. Pour donner un ordre d'idée, parce que et là c'était les délais convenus. Hein. On n'a pas eu de dépassement de délai, etc. Parce que ça peut arriver hein, dans le neuf que les délais soient dépassés de 6 mois voire plus. Donc ça faut le savoir aussi. Donc là pour le coup on n'a pas eu ce problème là. Donc voilà, on a acheté l'appartement sur plan. Et comme ça prend beaucoup de temps, moi j'ai eu le temps de me documenter. Donc je me suis rendu compte que finalement 5%, c'est pas énorme. Le petit détail en fait qu'après qui m'a sauté aux yeux après, mais sur le moment ça m'a pas paru une mauvaise chose. En fait c'est qu'elle nous disait qu'en fait on allait avoir un effort d'épargne de 200 euros par mois. C'est-à-dire que par mois on allait devoir dépenser 200 euros pour cet appartement-là, malgré le fait d'avoir un locataire dans ce logement. C'est-à-dire que si on a un locataire, on doit dépenser 200 euros par mois, mais si on n'a pas de locataire, bon après, je pense que vu la situation, on aurait eu un locataire quoi qu'il arrive, et ben il aurait fallu dépenser la totalité finalement du crédit. Mais dans les 200 euros d'effort, en tout cas d'épargne, dans mes souvenirs, elle comptait pas la taxe foncière.
Donc ça faisait quand même encore un effort d'épargne. Donc après, je me suis dit, c'est quand même... voilà, on doit pouvoir trouver mieux parce que je commençais à me documenter j'étais tombé sur un formateur en ligne en fait qui expliquait très 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 bien comment calculer une rentabilité, ce qu'on pouvait trouver en termes de rentabilité sur un appartement, sur un immeuble, sur une maison, etc. Et, euh, et je me disais, mais finalement, 5%, c'est pas terrible. Et en plus, si on doit dépenser 200 euros enfin, par mois, c'est pas, voilà, moi, ça me convenait pas. Après, ça peut convenir à certains parce que finalement, c'est pas forcément une mauvaise chose, comme je disais, parce que ça dépend de ce que tu veux comme investissement et la tranquillité que tu veux. Parce qu'après, c'est vrai que tu dépenses 200 euros par mois. Mais après, j'ai pas à m'étendre là-dessus dans ce podcast-là parce que ça peut faire l'objet d'un podcast. Mais le fait de dépenser 200 euros par mois dans de l'immobilier, euh, au bout du compte, t'en ressors quand même gagnant parce que tu vas quand même récupérer euh, une partie de la somme que tu as mis tous les mois. Donc, euh, donc après, voilà, on n'est pas forcément perdant en faisant cette opération-là, mais comme dirait Jérémy Pajot de vivre de tes investissements, avec 5% ou 6%, vaut mieux faire de la CPI. Voilà, parce que c'est plus simple, on n'a pas de gestion locative à faire, on n'a pas de loyer, de locataire pardon, à rechercher. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas, enfin, il y a pas vraiment de mauvais investissements. Parce que là, en fait, c'était du Pinel. En fait, c'était vendu comme du Pinel, donc à exploiter avec la loi Pinel, ce qu'on n'a pas fait hein, finalement. Mais voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça dépend de ton profil, ça dépend de tes revenus, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de la tranquillité que tu veux avoir, etc. En tout cas, pour nous, ça nous convenait pas. Donc, euh, donc finalement, on a recherché une façon d'être plus rentable. Et en fait, un jour, on est tombé sur une formation justement du formateur enfin, auprès de qui j'achetais des formations. Et, euh, et après, en fait, en fait, il parlait de location courte durée. Et pour moi, la location courte durée, c'était un peu flou. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et finalement, il a bien expliqué que c'était Airbnb ou Booking ou voilà ou peu importe. En fait, c'est de la location saisonnière finalement. On loue un appartement et comme un hôtel finalement. En fait, quand on loue un appartement, une personne vient peut-être pour un jour, 2 jours, 3 jours. Ça peut être pour un mois, 2 mois aussi. Mais c'est de la location courte durée, c'est-à-dire que il n'y a pas de bail comme on les connaît pour une location classique ou une location meublée. Et ce qui m'avait frappé en fait avec cette forme de location, c'est que moi j'entendais que du négatif, en tout cas dans les médias sur la location courte durée, sur Airbnb hein, plus précisément. Et moi j'avais la notion que on pouvait pas louer toute l'année un appartement en location courte durée. En fait c'est l'information que j'avais retenue. Alors qu'en fait c'était une information vraie et fausse en même temps. C'est-à-dire que en location courte durée, on ne peut pas louer sa résidence principale plus d'un certain nombre de jours par an. Alors que c'est pas du tout le même système, oui, le même système quand on loue un appartement qui n'est pas notre résidence principale. Et après, aussi, comme euh, on n'habite pas très loin de Paris, finalement, à Paris, c'est très réglementé. Et donc, quand on parle de location courte durée ou que j'entendais parler des Airbnb, par exemple, sur une chaîne de télé ou à la radio, finalement, on parlait souvent de Paris, de la réglementation de la location courte durée à Paris. Ce qui n'était pas du tout qui n'était pas du tout la même réglementation dans la ville. C'est une petite ville de 30, bon, relativement petite, de 30 000 habitants. Et il n'y avait pas de réglementation de ce point de vue-là. C'est-à-dire que avec un appartement, et on pouvait louer 365 jours par an un appartement en location courte durée, ça posait aucun problème et c'était tout à fait légal. Donc on a commencé à réfléchir à ça et après bon viennent l'appréhension, la peur, etc. On se demande mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va réussir finalement à mettre cet appartement en location courte durée?
Est-ce qu'on va réussir à